T'as soif? Oui, carrément, oui. Je prendrai un cognac, s'il vous plaît. Non, un whisky, tiens. Oui, un scotch de préférence, avec 2 glaçons. Merci. Bah évidemment que non, donne-lui de l'eau, c'est tout. Oui, c'est bien l'eau aussi, oui. Bon, assez perdu de temps. C'est toi le mec qui fait des vidéos sur internet? Oui, enfin, très humblement, hein, mais... Mais oui, c'est moi. Et vous êtes qui, du coup? Nous sommes la résistance. Ouais, d'accord. Et vous résistez à quoi? T'occupe pas de ça pour l'instant, c'est moi qui pose des questions. On a besoin de toi. Ah. J'ai besoin de tout savoir sur la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah. Oui, Jean Moulin, Charles de Gaulle, tout ça. Comment la résistance a su se débarrasser de l'occupant nazi. Ok. Alors pour parler de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, ne faudrait-il pas déjà commencer par rappeler un petit peu ce qu'est la Seconde Guerre mondiale? Si. Alors allons-y pour une bonne petite remise en contexte des familles. En septembre 1939, l'Allemagne nazie, bientôt rejointe par l'URSS, envahit et se partage la Pologne. C'est ce qui est considéré comme le point de départ de la Seconde Guerre mondiale. La France et le Royaume-Uni, alliés de la Pologne, déclarent donc la guerre à l'Allemagne. L'hiver se passe plutôt calmement, mais au printemps 1940, les Allemands envahissent le nord-ouest de l'Europe et attaquent la France aidés des Italiens. En France, c'est le bordel. En juin, le maréchal Pétain devient le nouveau chef du gouvernement français et annonce aussitôt qu'il va tout faire pour arrêter les combats et signer la paix avec Hitler. En réponse, le général de Gaulle s'envole pour Londres où dans un discours célèbre, il annonce qu'il refuse la défaite et l'entente avec les Allemands que prône Pétain. Mais l'armistice est quand même signé le 22 juin. La France est alors partagée en deux. Au nord et à l'ouest, les Allemands occupent le territoire. Au sud, c'est la zone libre, que les Allemands n'envahissent pas et laissent au nouveau gouvernement français, dirigé par le maréchal Pétain, qui fixe sa capitale à Vichy. Pétain se fait voter les pleins pouvoirs et instaure un nouveau régime, en théorie indépendant, mais dans les faits clairement soumis à l'Allemagne nazie. Par la suite, la guerre continue sans la France, et les Allemands et leurs alliés envahissent une très grande partie de l'Europe. Mais en juin 1941, l'appétit d'Hitler le pousse à se retourner contre l'URSS et à attaquer le géant russe, réussissant à envahir une bonne partie du pays avant que le froid de l'hiver ne le stoppe dans son élan. Puis le Japon, allié des Allemands, attaque les États-Unis, pourtant officiellement neutres, à Pearl Harbor. Les États-Unis entrent alors en guerre, non seulement contre le Japon, mais aussi contre ses alliés allemands et italiens. Mais le sens de la guerre commence à tourner, et face à ces deux géants, les forces de l'Axe, l'Allemagne et ses potes, commencent à perdre du terrain. En novembre 1942, des troupes alliées débarquent en Afrique du Nord, terre française jusqu'alors obéissant à Vichy, s'assurant ainsi le contrôle du sud de la Méditerranée. Par peur d'un débarquement en Provence, les Allemands envahissent la zone libre en France. Le régime de Vichy n'est plus qu'un fantôme. La victoire finale des forces de l'Axe commence à être sérieusement remise en question. En 1943, les Soviétiques reprennent du terrain et les Alliés débarquent en Sicile. Mussolini est renversé et un nouveau gouvernement italien est mis en place, qui signe une armistice avec les Alliés. Furieux, les Allemands envahissent tout le nord et le centre de l'Italie, tandis que les Alliés occupent le sud. Au printemps 1944, alors que tout le territoire de l'URSS est libéré, les Alliés débarquent en Normandie dans la plus grande opération militaire de l'histoire, puis en Provence. À la fin de l'année, toute la France est libérée, et en avril 1945, les Soviétiques entrent dans Berlin, Hitler se suicide et l'Allemagne capitule en mai, bientôt suivie par le Japon en août. La guerre est finie. Voilà. Et donc, la résistance? Oui, ça vient. Encore. Déjà, il faut bien avoir conscience que le fait de résister, qui peut paraître couler de source aujourd'hui quand on regarde ces faits sans prendre de recul, c'est pas aussi évident pour les gens de l'époque. C'est pas aussi logique que ça en a l'air. Ah bon? Mais quand les Allemands ont envahi la France, tout le monde est rentré massivement en résistance, non? Non, pas vraiment. Déjà, quand les Allemands battent l'armée française à plat de couture, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est le bordel. Les gens fuient leur maison en masse, partent sur les routes, c'est la débâcle. Et quand finalement Pétain signe l'armistice avec les Allemands, les gens sont complètement déboussolés. Beaucoup sont contents de voir les combats se terminer et de pouvoir enfin rentrer chez eux, mais certains sont quand même déçus d'avoir perdu la guerre. Youpi, c'est fini, mais enfin on a quand même bien pris cher, ça fait pas plaisir. Et puis, pour bien comprendre l'état d'esprit des gens à l'époque, il faut déjà bien comprendre ce qu'est une armistice. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens croient qu'une armistice, c'est la fin d'une guerre. Et c'est pas vrai.
Non, une armistice, c'est l'arrêt provisoire des combats. C'est l'arrêt provisoire des combats, donc. On arrête de se battre pour une période donnée et on essaie de voir si on peut se mettre d'accord ou pas. Si chacun peut y aller de ses concessions, ensuite on signe un traité de paix, et là la guerre est finie pour de bon. Sinon, on continue à se foutre sur la gueule et la guerre continue. Ouais. Mais qu'est-ce que ça change? Donc avec l'armistice de 40, Pétain ne signe qu'un arrêt temporaire des combats. Et ça va pousser beaucoup de gens à croire que c'est pas fini, que Pétain ne fait que gagner du temps. Surtout que c'était un héros de la guerre de 14 qui avait mis tant de ferveur à combattre les Allemands 25 ans plus tôt. Il ne peut donc pas abandonner la France à ces mêmes Allemands aujourd'hui, c'est juste pas possible. Beaucoup le soutiennent parce qu'ils pensent qu'il a un plan, qu'il signe l'armistice parce qu'il a pas le choix, parce que l'armée française est trop affaiblie, mais que son but secret c'est de sauver la France et qu'il prépare soigneusement une revanche. Que dès qu'il le pourra, il reprendra du poil de la bête et il ira foutre à Hitler la tannée qu'il mérite. Mais c'est pas le cas. Objectivement, non. Bon, ok. Mais on a toujours pas parlé de résistance, là. C'est vrai. Ce qui se passe, c'est que, malgré tout ce qu'on vient de dire, des gens, encore peu nombreux, ne l'entendent pas de cette oreille. Et ça va passer à travers deux formes d'initiatives complètement différentes. La première, c'est Charles de Gaulle qui va l'inaugurer. Comme on l'a vu, dès que Pétain prononce la défaite de la France, lui il refuse de s'y résoudre et il part à Londres, où il appelle tous ceux qui le souhaitent à venir le rejoindre pour continuer la lutte à partir de l'Angleterre. Et ça, c'est de la résistance. Ah oui, c'est ce qu'on appelle la résistance extérieure, celle qui va prendre place et se développer en dehors du territoire occupé par les Allemands ou soumis à Vichy. Son but, ça va être de constituer un contre-pouvoir face à celui de Pétain, une contre-France, et de faire admettre au monde que, Pétain c'est pas la France. Il a trahi en se vendant à l'ennemi. La vraie France c'est nous qui continuons à nous battre, nous qui refusons que l'Allemagne occupe une partie du pays, etc., etc. Et pour ça, il doit rallier un maximum de monde à sa cause, pour asseoir sa légitimité, notamment auprès des Alliés, et démonter celle de Pétain et de Vichy. Et ça marche? C'est laborieux quand même. Pourtant, dès le départ, des gens le rejoignent à Londres. Des militaires de tout grade qui refusent la défaite, mais aussi des civils. Beaucoup de marins et de pêcheurs qui s'embarquent sur chalutiers et frêles-esquifs rejoindre l'Angleterre. C'est beau. Mais c'est encore trop peu pour constituer une réelle armée alternative, et les Alliés continuent à considérer que la France, c'est le gouvernement de Vichy. Point. De Gaulle et ses copains, c'est à leurs yeux que des rebelles. Pour asseoir la légitimité de ce qu'il appelle la France libre, De Gaulle va donc devoir prouver sa valeur à la fois à l'extérieur du pays, en participant à certaines batailles, en Afrique, en Orient, aux côtés des Alliés, et à l'intérieur même de la France occupée. Et pour ça, il va se tourner vers la deuxième initiative résistante, la résistance intérieure. Ah, ben voilà. Je t'écoute. En effet, dès le début de l'occupation et du gouvernement de Vichy, des gens, à toutes les échelles, prennent des initiatives personnelles pour exprimer leur désaccord avec tout ce qui se passe. Au début, rien n'est encore organisé, ce sont des initiatives personnelles, donc parfois plus ou moins improvisées. Ce sont simplement des gens qui lacèrent des affiches de propagande, écrivent des graffitis sur les murs, récupèrent des armes et les cachent pour s'en servir plus tard, aident d'une manière ou d'une autre des prisonniers de guerre en leur faisant parvenir des vêtements, de la nourriture, ou en les aidant à s'évader. La priorité, c'est de rompre le silence, de montrer aux gens qui voudraient résister, qui voudraient s'opposer, qu'ils ne sont pas seuls, que d'autres pensent comme eux. D'où l'intérêt des tracts, des graffitis, des journaux clandestins, de la simple opposition à l'occupant. Par exemple, on va chanter la Marseillaise pendant les actualités au cinéma, on va déposer des gerbes sur la tombe du soldat inconnu ou sur les monuments aux morts. C'est cette volonté de sortir du silence, du chacun dans son coin, qui pousse ces différentes personnes à s'unir dans des mouvements, des réseaux, des groupes de résistance. Sans compter que tout ça va commencer à nécessiter un peu plus d'organisation, notamment pour gérer l'édition des journaux clandestins, pour donner des faux papiers aux prisonniers évadés, et bientôt aux juifs qui veulent fuir les lois antisémites qui ont cours des deux côtés de la ligne de démarcation. Alors au tout début, ces premiers résistants sont presque marginaux, mais très vite, le maréchal Pétain va montrer son vrai visage, en entamant une politique de soumission totale aux Allemands. Son entrevue à Montoire, où il serre la main du Führer, choque les patriotes, qui vont venir gonfler les rangs de cette résistance naissante. Ces groupes vont se donner des buts, des objectifs à remplir, parce que manifester son désaccord c'est déjà bien, il faut aller plus loin, il faut du concret. Et comment ces groupes de résistants peuvent, à leur échelle, agir concrètement contre l'ennemi ? Je sais pas. Mais il faut ralentir la machine de guerre allemande, du mieux qu'on peut. Et ça passe notamment par le sabotage. Saboter les lignes de chemin de fer, ou les trains eux-mêmes, saboter les lignes à haute tension, les câbles de téléphone, saboter les véhicules ou les armes à destination des Allemands, souvent dès la fabrication en usine. Mais il y a aussi le sabotage administratif, par exemple truquer ou même détruire les dossiers de fichage des juifs, des communistes, des soldats, etc. Bref, tout faire pour ralentir au maximum tout ce qui pourrait aider les Allemands. Et surtout, buter du Boche.
Ouais, alors il faut être prudent avec ça, hein. Au début de la guerre, la résistance intérieure n'a rien d'une armée, et il n'y a pas réellement de combat entre les résistants et les Allemands. Déjà parce que c'est assez difficile de trouver des armes. Les premières attaques armées sont en fait des assassinats isolés d'officiers allemands. Et encore, ces attentats ont mauvaise presse puisqu'ils provoquent une répression sanglante de la part des Allemands sur la population civile. Pour un officier allemand tué, des dizaines de civils peuvent être exécutés, donc le ratio est pas top. Un peu plus tard cependant, les mouvements mettent sur pied des corps francs, les premières unités de combat de la résistance, qui mènent à bien des missions commando armées pour aller libérer des prisonniers, récupérer des armes, etc. Après, tous ne fonctionnent pas pareil. D'ailleurs, au milieu de la guerre, les différents mouvements de la résistance se disputent énormément à ce sujet. Les membres du FTPF, par exemple, continuent à assassiner des Allemands et à entretenir une sorte de guérilla urbaine, alors que ce genre de méthode est jugé contre-productif par la plupart des autres groupes. Et puis, il y a d'un côté les défenseurs d'une action immédiate, violente, et de l'autre les partisans d'une attente patiente, d'une préparation discrète en attendant le débarquement allié dont on commence déjà à parler. Ah oui? Parce que tous les résistants ne s'entendent pas entre eux. Oh non! Il faut bien comprendre que ce qu'on appelle globalement la résistance, c'est pas du tout une armée unifiée et bien carrée, hein. Au contraire, c'est une multitude de mouvements très différents et complètement indépendants les uns des autres. Et entre les communistes, les patrons, les royalistes, les paysans, les professeurs, les politiques qui composent tous ces mouvements, ah ben c'est pas évident de mettre tout le monde d'accord. En fait, c'est Charles de Gaulle qui va mettre un peu d'ordre dans tout ça. De Gaulle? Je crois qu'il était resté à l'étranger, lui. Précisément, mais on l'a vu, il a un peu de mal à se faire reconnaître comme autre chose qu'un réfugié rebelle. Et c'est pour ça qu'il va prendre contact avec la résistance intérieure. Si il arrive à rassembler la plupart des mouvements de résistance en un seul, et à le mettre sous ses ordres, il gagnera un avantage considérable. Il sera plus seulement maître d'une petite poignée de Français libres dont les Alliés ont du mal à reconnaître l'utilité, il gérera en plus une armée intérieure que ni les Anglais ni les Américains ne peuvent avoir. Ah, donc il va bien y avoir une résistance unifiée, une armée de l'intérieur. Plus ou moins, ouais. Pour ça, De Gaulle va envoyer un homme de confiance faire ce travail pour lui, Jean Moulin. Il parviendra à unir tous les chefs de mouvement du pays en 1943. Se crée alors le Conseil national de la résistance, qui va essayer tant bien que mal de créer et de conserver une sorte d'unité de tous les groupes de résistance. Mais c'est vraiment pas évident. À ce moment-là, le milieu de la résistance est en plein boom. Depuis 1942, ont commencé les grandes rafles de juifs, comme celle sinistrement célèbre du Veldiv à Paris. Les juifs sont traqués, arrêtés et envoyés dans des camps dont peu de gens ne connaissent encore la véritable nature. Puis vient s'ajouter à cela l'instauration du STO, qui force des centaines de milliers de Français à aller travailler en Allemagne. Alors en plus d'être évidemment très impopulaire, ce système pousse des milliers de personnes à fuir et se cacher pour éviter la déportation ou le travail forcé. Les groupes de résistance se donnent alors pour mission de s'occuper de tous ces gens, de les cacher, de leur procurer des vêtements, de la nourriture, un abri. Et c'est ainsi que naissent les maquis. Des lieux isolés, clandestins, souvent en montagne ou dans des zones reculées, où se cachent ces populations de juifs et de réfractaires au STO, avec l'aide et sous la protection de la résistance. Mais cette nouvelle tâche est immense, et les temps sont durs pour les résistants. Les Allemands ont alors envahi toute la zone sud et livrent une guerre sans merci à ces clandestins, multipliant les descentes et les arrestations. Et comme les combattants de la résistance ne sont pas de vrais soldats, ils n'ont pas le droit au statut de prisonnier de guerre et sont souvent fusillés sur place. Les liens établis avec Londres permettent à certains groupes ou à certains maquis, situés dans des zones stratégiques, de se faire livrer des armes ou du matériel par des parachutages anglais. Mais tous n'ont pas cette chance. Et avec toutes ces nouvelles difficultés, certains maquisards sont poussés à commettre des exactions très dommageables dans la population. Pillage de fermes, réquisitions forcées, ou encore de sanglantes missions vengeresses sur des personnes accusées, à tort ou à raison, de collaboration. Et oui, les résistants ne sont pas des anges ou des super-héros, mais des hommes et des femmes avec leurs forces et leurs faiblesses. Oui, bon. Et comment ça va se terminer alors? Eh bien, en 1944, le débarquement allié se fait imminent. On décide alors de regrouper toutes les unités combattantes de la résistance en un seul grand assemblage, les FFI, qui auront pour but de prendre part à l'insurrection nationale une fois que les Alliés auront débarqué. C'est-à-dire dans l'idée que la France entière se soulève d'une seule vague pour attaquer l'ennemi de l'intérieur, pendant que les Alliés attaqueront frontalement. Alors même si cette insurrection nationale n'aura pas du tout l'importance et la réussite que De Gaulle attendait, les combats qui éclateront un peu partout dans le pays au moment du débarquement, qui parviennent parfois à libérer pour un temps des villes entières, vont immobiliser sur place des troupes allemandes importantes qui seront moins de renforts envoyés en Normandie. Les nombreux sabotages des routes ou des chemins de fer, ainsi que des réseaux de communication, ralentiront aussi considérablement l'arrivée de ces renforts. Ensuite, quand les Alliés parviennent à s'enfoncer dans le territoire et qu'ils foncent vers l'est pour atteindre Berlin le plus vite possible, les FFI serviront à garder les arrières, à nettoyer les quelques poches de résistance allemande. Le général américain Eisenhower insistera aussi sur l'effet qu'aura le harcèlement des FFI sur le moral des troupes allemandes, chose très importante. Et puis en parallèle de tout ça, la France libre et la résistance intérieure doivent également préparer l'après-guerre.
Ils vont développer un programme politique concret duquel ressortent entre autres la sécurité sociale et le droit de vote des femmes. Et De Gaulle devra peser de tout son poids et de sa légitimité que lui offre justement la résistance intérieure pour que la France soit considérée non pas comme une nation ennemie vaincue, et donc gérée par un gouvernement militaire américain, mais comme un pays vainqueur. Je vois. Mais pourquoi tout ça? Comment ça, pourquoi? Bah, pourquoi résister? Qu'est-ce qui a poussé tous ces gens à prendre délibérément autant de risques? Bah, des motivations, finalement, il en manque pas, hein. Antifascisme, antinazisme, volonté de défendre une communauté opprimée, ça c'est pour les idéaux humanistes. Bah, on a aussi le patriotisme le plus basique, hein, sérieusement mis à mal quand son pays se fait occuper par une puissance étrangère. Et puis, il faut pas oublier que beaucoup de Français de l'époque ont connu la Première Guerre mondiale, qui n'a eu lieu que 25 ans plus tôt. Certains même la guerre de 1870 contre la Prusse. Et ils commencent à en avoir marre de voir les Allemands venir les emmerder chez eux. Une des motivations principales, c'est bel et bien la haine du Boche. Certains, surtout au début, ne s'opposent d'ailleurs qu'à la présence des Allemands sur leur territoire, mais pas réellement à la politique antisémite fascisante de Vichy. Des motivations très diverses donc, et tous ne s'entendent finalement que sur un seul point, il faut foutre les Allemands dehors. Oui, Et cela nous amène à nous poser une question beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. Qu'est-ce qu'un résistant? Comment il se définit? Le schéma simpliste, beaucoup trop répété, voudrait enfermer l'ensemble de la population française sous l'occupation dans deux catégories. Soit t'es résistant, soit t'es collabo. Avec, entre les deux, une sorte de supra-catégorie d'attentistes ne prenant aucun parti. Sauf qu'il existe tout un spectre de comportements entre les deux extrêmes. Par exemple, l'homme qui n'est pas d'accord avec le nazisme mais n'a pas le courage de s'y opposer ne peut pas en toute bonne foi être considéré comme collabo. Au même titre, on peut difficilement considérer le juif ou le réfractaire au STO qui se planque pour sauver sa peau comme un résistant. Ils font tous deux ce qui est en leur pouvoir pour se protéger eux et leur famille, pas plus, pas moins. S'ils ne font que se cacher pour éviter la mort ou la déportation, ils font déjà preuve d'un certain courage et d'une forme d'insoumission qui les pousse à ne pas se laisser faire. Mais leur but n'est alors que leur propre survie, ce n'est donc pas à proprement parler des résistants. Après, ce dont il faut se rendre compte aujourd'hui, c'est que la plupart des historiens s'entendent pour donner une définition assez exclusive de la résistance. Pour beaucoup, un résistant ne peut être considéré comme tel que s'il a conscience de mener un combat global et que ses actions répondent à un but général, la défaite finale des Allemands. Alors, ok, mais cette définition rigoureuse ne doit pas nous faire oublier tous les simples insoumis, les réfractaires, les désobéissants, les dissidents, qui constituent un vivier énorme sous l'occupation, qui va autant alimenter la résistance proprement dite que s'en nourrir. Par exemple, l'archevêque de Toulouse, qui dénonce l'inhumanité des persécutions des Juifs, donnant une valeur morale à l'insoumission. Les prêtres qui, au début de la guerre, portent volontairement l'étoile jaune en soutien. Le gendarme qui, lors d'un contrôle, ferme les yeux et laisse passer un Juif ou un réfractaire au STO. Le patron d'usine qui s'évertue à ralentir les livraisons de matériel aux Allemands. Tous ne sont pas des résistants à proprement parler, mais leur action compose un tout sur lequel se développe la résistance. Les maquis, par exemple, n'auraient jamais pu exister sans une certaine complicité discrète, voire muette d'une partie de la population, qui pouvait leur fournir des vivres, des vêtements, les cacher, etc. Cet état d'esprit, fait de milliers de tout petits actes oppositionnels, était une réalité, et c'est un phénomène qui a joué un rôle très important dans les événements de cette époque. Bref, il faut faire attention quand on évoque l'occupation, de ne pas tomber dans une sorte de frénésie idéologique ou dans la récupération politique. Est-ce que toute la France a résisté à l'occupant? Non, loin de là. Alors, est-ce que c'est un phénomène marginal, anecdotique? Non plus. La difficulté de définir un résistant, en plus du caractère clandestin de la chose, rend son chiffrage compliqué. Il a été avancé le nombre de 500 000 qui, bien sûr, n'a rien d'exact ni de rigoureux, mais donne un ordre de grandeur représentant l'ampleur de cette résistance. Alors est-ce que la France aurait quand même été libérée sans la résistance? Très certainement oui. Mais en plus du nombre de vies impossibles à quantifier que leur action a pu sauver sous l'occupation, la résistance a permis de sécuriser la libération, de l'accélérer, d'en augmenter l'efficacité, en rapportant notamment des renseignements précieux. Et surtout, la France libre, comme la résistance intérieure, a permis de préparer l'après-guerre, de ranger la France dans le rang des vainqueurs, et de récupérer le pays en état, de le relancer en évitant la crise majeure qui, sans elle, n'aurait pas manqué d'éclater dans la France post-vichiste. La résistance, même si elle ne correspond pas tout à fait à l'image que transmet d'elle aujourd'hui le récit national, reste donc un phénomène d'une importance indéniable dans l'histoire de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, de par son ampleur, sa forme et son impact dans les faits comme dans les esprits. Voilà. Il y aura encore plein de choses à dire, mais j'en ai marre là. Et pourquoi vous avez besoin de savoir tout ça en fait, vous? Vous êtes quoi comme résistance? Vous résistez à qui?
Nous sommes le Flamme, le front de libération de l'Ardèche méridionale. Et nous luttons pour libérer le sud Ardèche de l'oppression et de l'occupation française dont elle est victime. Le front de... Ok, très bien. Eh ben, je vais vous laisser à vos activités. Du coup, moi, vous savez ce que c'est, hein, j'ai un emploi du temps très chargé, tout ça, mais... Courage, vous allez les avoir. Allez, ciao. Attends, nettoyeur. Rejoins-nous. Toi qui as parlé avec tant de verve de la résistance française, rejoins nos idéaux, rejoins notre combat. Ensemble, nous saurons vaincre nos oppresseurs. La lutte ne fait que commencer. Et elle ne se terminera que par la libération totale de l'Ardèche méridionale. Non, c'est débile. Attends. Non. J'ai déjà un combat, j'ai déjà un objectif. Je dois construire une machine à remonter dans le temps. C'est clair, c'est précis. Et j'ai pas le temps pour ces conneries. On se reverra, nettoyeur. C'est de la merde.